Bienvenue dans l'émission Ondes Positives, une initiative éducative novatrice et inédite qui vise à renforcer les compétences analytiques et oratoires de la relève francophone en milieu minoritaire, tout en luttant contre l'insécurité linguistique. Chaque mardi à 9h et en rediffusion les samedis à 10h, plongez dans nos débats, ateliers, jeux ou émissions thématiques avec la participation de jeunes francophones du secondaire et du post-secondaire et la collaboration de professionnels du monde de l'éducation. Ondes Positives, un projet rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Nathalie Salmeron dans ce nouvel épisode de l'émission Ondes Positives. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Caroline Arsenault et on va parler d'une question d'éducation puisque le thème de cette émission c'est réussite scolaire, conseils pratiques pour une expérience positive canadienne. Comment ça va Caroline aujourd'hui ? Ça va très bien, Nathalie. Je suis vraiment excitée et contente que tu me reçoives aujourd'hui. Moi aussi, je suis super contente parce que c'est vrai que on parle souvent d'éducation dans nos émissions, mais c'est important d'avoir des réels professionnels du monde de l'éducation pour parler de ces questions. On va notamment parler d'orientation, puisque toi, tu es conseillère d'orientation, mais on va aussi parler d'insécurité linguistique, des questions un petit peu qu'on se pose aussi quand on est un petit peu nouvel arrivant. Au Canada, c'est vrai que ça peut différer, ça peut changer un petit peu du pays d'origine de là où on vient. Avant qu'on se pose toutes ces questions, je vais rappeler que cette émission, elle est rendue possible par le Fonds canadien de la radio communautaire. Et puis, est-ce que tu pourrais te présenter, Caroline, avant qu'on démarre toutes ces petites questions, que tu puisses répondre à toute ma liste de questions? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, qui tu es? Oui, ben comme tu l'as si bien dit, je suis conseillère d'orientation au moment où on se parle. Je travaille chez Septembre Éditeur. On est une maison d'édition spécialisée dans le matériel qui touche à l'orientation, les choix scolaires, mais aussi la vie professionnelle, le choix de carrière, le développement aussi là, de sa carrière, là. Donc, on a du stock qui parle du monde du travail, de la maternelle à la retraite. Puis, moi, ben, mon rôle présentement, c'est vraiment de partager là, ce qu'on fait comme outil, puis de conseiller aussi là, les conseillers et les enseignants, les parents, tout ce qui est la clientèle qui se questionne sur ce qui peut m'être utile dans mon cheminement, dans mon parcours ou dans le parcours de mes élèves, de mes enfants. Je suis comme la personne ressource pour bien aiguiller les gens dans leurs choix. Puis auparavant, ben, j'ai aussi fait de l'intervention en orientation. Puis, surprise, surprise, j'ai aussi une ancienne carrière d'enseignante de français au secondaire. Donc, les questions d'insécurité linguistique me titillent aussi. Alors, je rebondis forcément sur ce que tu dis. Tu es conseillère d'orientation et c'est quelque chose qu'on entend souvent dans le milieu de l'éducation. Ah oui, mon enfant, ça y est, il rencontre la conseillère d'orientation. C'est quelque chose que moi-même, il fut un temps, quand j'étais à l'école, j'ai rencontré une conseillère d'orientation. Mais est-ce que tu peux rappeler exactement qu'est-ce que c'est une conseillère d'orientation ou un conseiller d'orientation? Il y a des hommes également qui font ce métier. Comment ça s'articule votre travail? Quel est exactement ce que vous apportez aux jeunes? Et puis, je me demande si aussi il n'y a pas un lien un peu avec les familles, parce que forcément, quand on parle d'orientation, il y a souvent les parents qui s'impliquent un petit peu dans ça. Ils veulent pas que leurs enfants fassent les mauvais choix d'avenir, entre guillemets, et puis on peut comprendre un peu ce stress. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste un conseiller d'orientation? Oui. Je vais parler pour ce que je connais au Québec. Je sais qu'il y en a partout au Canada. Au Québec, on est régi par un ordre professionnel. Donc, d'emblée, on a un devoir de protection du public. On a des personnes qui nous font confiance. Donc, il faut être digne de cette confiance-là, puis pas faire d'actes qui pourraient être préjudiciables. Donc, donner des fausses informations ou euh, d'interpréter des choses au-delà de notre champ d'expertise. Donc, déjà, il y a ce côté-là qui est très important dans la profession. Mais si je vais plus concrètement, on est des experts de ce qu'on appelle la triade, l'individu,
le monde de la formation puis le monde du travail. Donc, individu, c'est tout ce qui concerne qui je suis, mon identité, mes enjeux psychologiques, mes besoins, mes valeurs, mon passé, d'où est-ce que je viens, c'est quoi ma famille, c'est quoi mon statut socio-économique, dans quelle ville j'habite, est-ce que j'ai des envies de déménager, est-ce que je vis avec des colocs m'influence. En tout cas, tout ce qui peut toucher à la personne, sa dynamique, puis ce qui va jouer dans sa façon de décider. Euh, Ensuite, ben, c'est sur le monde de la formation, ben, tout ce qui est le système scolaire, comment ça fonctionne, l'école, la pédagogie, comment on fait pour évaluer des compétences, dire si une personne a les compétences pour faire ça ou ça. Donc, vraiment évaluer le profil d'une personne, là, notamment avec des tests psychométriques. Donc, on a cette spécialisation-là aussi. Puis bien sûr, le monde du travail, ben ça reste qu'il faut être minimalement au courant de ce qui se passe dans le monde du travail actuellement, les enjeux dans les différentes professions, les différents secteurs du marché du travail, c'est quoi les besoins des employeurs, donc, il faut être un peu touche à tout là, dans tout ce qui touche la formation et le marché du travail pour pouvoir aider l'individu à faire des choix aussi tout au long de sa vie. Parce qu'on pense souvent que le conseiller d'orientation, on le voit à un certain moment dans notre parcours scolaire, puis c'est terminé. Mais il y a des conseillers qui travaillent avec des clientèles de tous les âges. Puis on le sait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin des fois de se réorienter, des gens qui déménagent, qui immigrent, qui doivent refaire une partie de leur parcours pour se replacer dans leur emploi ou pour faire autre chose. Ben, le conseiller d'orientation est là à toutes les étapes de la vie de la personne pour l'aider à faire des choix dans ses projets de carrière, puis même ses projets personnels aussi. Tu sais, qu'est-ce qui est important pour toi? Pourquoi tu te lèves le matin? Quelles sont les actions que tu vas poser? Puis c'est ça. Je rebondis beaucoup sur ce que tu disais de pas faire de, tu sais, d'amalgame avec les informations que tu as et tout. Moi, je me rappelle, je vais donner une petite anecdote personnelle. Moi, j'ai grandi en France et je me rappelle avoir rencontré la fameuse conseillère d'orientation qui, nous, pour le coup, on l'a rencontrée vraiment qu'une fois au moment où on devait faire notre choix de après le diplôme qui nous ouvrait aux universités ou aux écoles ou aux études supérieures de manière générale. Et moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, donc dans un milieu très populaire. Voilà, on n'est pas des grandes fortunes, on est juste, voilà, on se maintient à flot, on est là, on est tranquille. Et j'avais expliqué à cette dame que moi, je voulais faire du journalisme, que je savais que je voulais faire du journalisme depuis que j'avais 10 12 ans. Donc c'était un projet qui était déjà très mûr dans ma tête. Je voulais juste savoir exactement comment ça se passait les concours d'entrée. Bref, je savais à peu près comment régler mon truc, quoi. Et en fait, la première question qu'elle m'a demandé, si mes parents, ils avaient de l'argent. J'étais un peu surprise. Quand forcément on me pique, je réponds un peu avec la provocation. Et je lui avais dit que si mes parents avaient tant d'argent, je serais pas dans ce lycée de banlieue, je serais sûrement dans un grand lycée parisien. Et elle m'a regardée et je lui ai dit, mais de toute façon, les études, ça coûte des sous à un moment donné. Donc, que j'ai des parents ou que je prenne un prêt à la banque, c'est pas le problème. Et en fait, elle m'avait tellement parlé d'argent, de ce truc, c'est une journalisme, c'est bien, mais c'est pour les gens qui ont de l'argent. Et si vous voyez les gens à la télé, ils viennent tous de grandes familles et de choses comme ça. Ben en fait, heureusement qu'au fond de moi, je savais depuis longtemps que je voulais faire ça, parce que je trouve qu'en fait, ça peut briser un peu quand on n'écoute pas justement l'humain, parce que c'est important, tu as parlé des trois pôles importants, l'humain, la formation et le monde professionnel, mais si on ne prend pas en compte d'abord l'humain, bah en fait, le reste ne suivra pas, parce que du coup, on va pas aller vers la bonne formation et on va pas se diriger vers le bon emploi. Donc, du coup, mettre l'humain au centre de ça, je suis très contente que tu aies commencé par ça, parce que je trouve que c'est primordial. Et je salue cette personne, cette conseillère d'orientation qui a voulu me désorienter et non m'orienter. Mais grâce au fait que je savais très précisément ce que je voulais faire, bah, je me suis juste renseignée auprès d'autres gens et j'ai réussi à arriver à mes fins. Mais j'apprécie beaucoup le fait que l'humain soit hyper au centre en fait de tout ça parce que c'est un processus qui prend du temps. Et souvent, moi je parle surtout des jeunes, c'est vrai que quand on est jeune, déjà on se pose beaucoup de questions. On a beaucoup d'informations, surtout à l'heure où tout est sur un téléphone, tout est numérique. On absorbe beaucoup. Si dans notre parcours d'orientation, on a une personne qui n'est pas là pour nous écouter et qui plutôt décide à notre place,
bah, ça peut briser quelque chose, ça peut briser peut-être le rêve d'une vie d'un jeune qui était bon pour quelque chose, puis au final, on ne l'a pas écouté. Et je trouve que c'est hyper important de mettre l'humain en tant que pilier très important de ce cursus, en fait. Absolument. Puis l'exemple dont on me parle souvent, c'est ben soit tu sais, dans les générations précédentes, mettons, le conseiller m'a dit d'aller faire mes cours de sciences pures ou sciences naturelles, puis ça va m'ouvrir des portes, mais finalement, j'avais aucun intérêt. Ça a fait baisser ma moyenne. J'ai pas pu après ça accéder au programme que j'avais vraiment envie de faire. Fait que, tu sais, heureusement, les pratiques justement en orientation évoluent, puis des histoires comme ça sont de moins en moins présentes, là. Ouais, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça évite quelques traumatismes. C'est ça. Il y a un truc aussi forcément qu'on se demande, c'est avec, bah, comme je le disais, le monde est beaucoup plus digitalisé. Maintenant, on fait face aux intelligences artificielles. Il y a encore quelques années, on travaillait même pas encore sur les ordinateurs et maintenant, il y a même ce truc d'intelligence artificielle qui arrive dans nos vies de plus en plus. Du coup, je me demande, est-ce que les cursus qu'on propose aux élèves, est-ce qu'ils ont évolué et comment ils ont évolué au cours des dernières années? Oui, énormément. Ils ont beaucoup évolué, puis on le remarque aussi là, ben, on en parlera tantôt, là, mais les guides Choisir, c'est des guides qui répertorient tous les programmes d'études disponibles au Québec. Puis dans les fiches de programme, justement, on le voit qu'il y a de plus en plus de mentions on va développer ta compétence ou ton jugement critique face à l'utilisation des technologies. Puis c'est des compétences qui sont demandées aussi par les employeurs, tu sais, l'adaptabilité, la polyvalence par rapport à ça. Parce que, tu sais, on pourrait apprendre, on le sait, là, disons, on apprend un logiciel X en 2025 ou 2024, ben, tu sais, déjà dans 3 ans, il va être désuet. Fait que c'est plus les connaissances les connaissances même, mettons, du logiciel ou du produit qui vont être enseignées, mais c'est plutôt la compétence à travailler avec ça, mais travailler peut-être avec les éventuelles mises à jour ou les nouvelles technologies qui vont apparaître, là. Donc, c'est un peu plus, on développe un peu plus, en tout cas, ce que j'en comprends, c'est qu'on essaie de développer un peu plus des travailleurs qui vont être autonomes puis qui vont pouvoir s'adapter aussi dans ce monde en changement-là, là. Et est-ce que les choix, en général, c'est les jeunes qui les font ou est-ce qu'ils sont toujours un peu influencés par leur famille? Parce qu'il y a souvent ce truc, ah, moi, mon fils ou ma fille, je veux qu'elle devienne avocate, je veux qu'elle devienne docteur, parce que du coup, je sais qu'elle fera des longues études et que du coup, elle aura un bon travail, elle aura un bon salaire, et entre guillemets, ça lui donnera l'accès à une vie plutôt douce, où il n'y aura pas de problème d'argent, entre guillemets, la sécurité quelque part financière. Est-ce que c'est toujours le cas de nos jours où c'est les familles qui influencent un petit peu les jeunes ou maintenant les jeunes ils ont quand même un peu plus ce côté je sais plus ou moins ce que je veux faire parce que j'ai accès à l'information sur mon téléphone, sur mon ordinateur, en discutant avec mes amis et du coup moi de mes propres recherches j'aimerais avoir des conseils d'orientation sur tel et tel corps de métier par exemple. Il y a plusieurs cas de figure, puis ça dépend justement de l'éducation que va recevoir le jeune, puis aussi justement sa propension à aller chercher l'information par lui-même, parce que même s'ils ont l'information au bout des doigts, des fois, ils vont pas la chercher ou ils savent pas comment aller chercher la bonne information ou ils vont avoir entendu quelque chose, puis c'est peut-être pas, ou disons avoir vu un épisode là, d'une série policière, puis ah, je veux être coroner, puis ça a l'air tout beau, tu sais, mais finalement, donc, c'est ça, ça va dépendre des jeunes parce qu'on voit de tout, en fait. On voit des jeunes ben, chez qui les parents vont vraiment les encourager à faire ce qu'ils ont envie, puis ils vont leur donner les ressources financières dont ils ont besoin, les ressources aussi émotionnelles pour les soutenir. Puis il y a d'autres parents aussi qui vont être plus craintifs devant les choix de leur enfant, plus cadrant, plus structurant, puis il y en a d'autres aussi, malheureusement. Je dis malheureusement parce que je pense que c'est un drame, là, qui vont un peu forcer la main de leur enfant, mais tu sais, au bout du compte, c'est pas...
Bah déjà, c'est pas eux qui vont suivre la formation. ben, c'est ça, puis c'est pas eux non plus qui vont après ça faire cette profession-là toute leur vie, qui vont se lever le matin pour faire quelque chose qui fait pas vraiment de sens pour eux finalement, tu sais. Euh, je pense que ben, je dévie un peu de la question, mais en même temps, ça a un lien. Je pense que la job du parent, c'est de l'accompagner, le jeune, pour qu'il ait les bonnes informations, valider, de défaire les mythes un peu. Puis même nous, en tant que parents, là, des fois, on a entendu des histoires, on a des préjugés envers certains secteurs, certaines professions. C'est normal parce qu'on entend des choses, puis c'est humain. Mais d'avoir cette curiosité-là, puis de dire, écoute, on va aller vérifier qu'est-ce qu'il y en est vraiment sur le terrain. Je vais regarder avec toi, c'est quoi les impacts de ce choix-là. Si tu veux être artiste graffiteur, par exemple, ça va être quoi les obstacles puis les défis que tu vas rencontrer? Est-ce que tu es prêt à vivre avec ça? Tu sais, c'est plutôt ça, là, un peu comme ce qu'aurait dû faire la conseillère que tu as rencontrée. Ben, ça va être quoi les défis en journalisme? Puis est-ce que tu es prête à vivre avec le fait qu'il va falloir que tu paies pour tes études, que tu aies peut-être un prêt à rembourser pendant plusieurs années? Ben oui, je suis prête, c'est ça que j'ai envie de faire. Parfait. Donc, tu peux faire après ça un choix éclairé en sachant vraiment qu'est-ce qui t'attend. Mais justement, tu me lances une belle perche parce que il y a aussi ce truc. Nous, on s'adresse souvent à des nouveaux arrivants ici sur les ondes de Choc FM 105.1 et il y a bien un truc sur lequel les gens ont vraiment, ils nagent comme ça dans l'océan de je ne sais pas. C'est qu'est-ce que mon enfant peut avoir comme aide financière? Est-ce qu'on peut avoir une bourse? Est-ce qu'on peut avoir une subvention quelconque? Comment aider peut-être un peu financièrement mon enfant qui choisit peut-être un cursus avec des études peut-être un peu chères, ou en tout cas qui nécessite quand même une petite aide, une petite béquille financière pour que ça fonctionne. Comment justement, je sais que dans les guides Choisir 2025, il y a cette question qui est abordée justement, parce que des fois on se dit, bof, c'est pour les gens qui sont vraiment dans la nécessité. Moi, si mes parents, ils ont tous les deux un emploi, peut-être que je pourrais pas, ou est-ce que en mon nom, je peux peut-être pas. Bref, comment on peut justement en savoir un peu plus sur tout ce qui est proposé aux élèves pour justement les aider à peut-être s'alléger mentalement, parce que c'est vrai que quand on a au-dessus de sa tête une charge financière, des trucs très chers, on se dit, waouh, j'ai même pas commencé à mettre un pied dans la vie active, que je croule déjà sous des factures et des factures à payer parce que ma formation coûte cher ou le matériel que je vais utiliser pour, admettons, je vais être artiste graffiteur pour reprendre ce que tu dis, bah peut-être que les bombes de peinture, ça va me coûter cher, peut-être que mes canevas pour m'entraîner à la maison, ça va me coûter les yeux de la tête. Voilà, comment on fait justement pour accéder à ces informations? Parce qu'on a l'impression des fois que même en cherchant avec les bons mots-clés, c'est hyper dur d'accéder à ces informations. Ben, j'aurais tendance à dire que, comme tu dis, là, dans les guides, choisir, il y a des vraiment bonnes pistes à explorer pour le système scolaire québécois. Puis, je dirige toujours les gens aussi vers le bureau d'aide financière de l'établissement scolaire qui s'apprête à fréquenter. Les bureaux d'aide financière, il y en a dans pas mal tous les collèges, universités. En tout cas, établissements d'enseignement. Puis c'est ça leur vocation, de aider les gens à voir à quoi ils sont admissibles, les aider à même planifier un budget, tu sais, puis vraiment savoir qu'est-ce qu'il y en est, combien ça va me coûter, puis qu'est-ce que je peux aller chercher aussi comme aide, comment je vais faire pour financer tout ça. Donc, c'est vraiment ce que je conseille d'emblée, là. Parce qu'ils sont impartials aussi. Des fois, on peut aller voir une banque qui va vouloir nous vendre un prêt, puis une autre banque va vouloir en vendre, mais à un prix plus intéressant pour nous. Quand je parle du prix, on parle bien sûr, c'est des taux Les taux d'intérêt. d'intérêt, oui. Combien ça va me coûter de rembourser ça? Tu sais, là, si on commence à magasiner auprès des banques, ça peut être long. Des fois, les bureaux d'aide financière, là, justement, dans les établissements scolaires, sont neutres, puis ils peuvent, tu sais, diriger un peu mieux, là. Est-ce que Ouais. les personnes qui sont nouveaux arrivants en tant que tels, ils se posent les mêmes questions que les gens qui sont déjà bien ancrés dans la communauté parce que bah eux ils sont nés ici, ils ont fait tout leur cursus ici, voire même leurs parents sont nés ici, donc du coup c'est juste une génération après une autre génération qui va à l'école et qui choisit sa formation. Euh, Quand il y a un parcours d'immigration,
bah, admettons, on a 12 ans, 15 ans, on arrive avec sa famille. Déjà, on fait face à un nouveau pays, peut-être une nouvelle langue, parce que même si, admettons, dans son pays d'origine, on parlait le français, mais on parlait peut-être le dialecte aussi plus, et que du coup, ben, on est un peu perdu, système scolaire, c'est compliqué. Du coup, voilà, est-ce qu'on se pose réellement les mêmes questions quand on est bien ancré, né ici, et on va dire canadien, et quand on est nouvel arrivant, que on est peut-être un peu plus en mode survie qu'en mode, oh, bah, de toute façon, je vais faire comme mes parents ont fait, ou je vais faire comme mon tonton il a fait, parce qu'il a une entreprise de machin, je peux récupérer le flambeau. Voilà, je me demande si on se pose réellement les mêmes questions en fonction de si on est réellement canadien et si on est nouvel arrivant. Je pense que non. Parce que le bagage culturel qu'on amène avec soi quand on immigre, il faut en tenir compte. Les réalités, même des métiers, sont pas toujours les mêmes. Si je prends, là, je regarde par la fenêtre, il y a des gens qui sont en train de changer la toiture d'une maison. Ben, est-ce que le métier de couvreur au Québec est le même que celui de la France? Est-ce que les couvreurs au Québec font juste des toits? Je donne un exemple comme ça. Ils font juste des toits, puis ceux en France, exemple, ben, ils font des toits, mais ils font aussi les murs, ils peuvent faire les fondations de la maison. Tu sais. Ouais. Donc, ça peut être juste des petits détails comme ça qui font que, là, c'est un exemple très concret, puis un peu inventé aussi, là, mais des, les préconceptions des fois qu'on a d'un métier sont pas toujours les mêmes quand on déménage. Donc, c'est beaucoup de validation, je pense, quand on est une personne immigrante. Mais c'est aussi les mêmes validations quand on est un jeune de 14 15 ans né au Québec, euh, qui des fois, lui aussi, a des préconceptions, un peu comme je parlais tout à l'heure, tu sais, des mythes, des histoires qu'on a entendues d'autres personnes qui ça s'est mal déroulé ou ce qu'on entend dans les médias des fois. Ah, mon Dieu, je choisis pas la profession infirmière, ils sont tout le temps, tu sais, exemple. Euh, je pense que ça, c'est un point commun de toute personne qui doit faire un choix d'orientation, ben, c'est de valider puis d'aller voir sur le terrain qu'est-ce qu'il y en est réellement, d'aller voir des sources fiables aussi, tu sais, comme par exemple dans les guides choisir, de dire, ben, c'est ça les compétences qui sont attendues pour tel choix de carrière, telle formation. Tu sais, ça nous permet vraiment d'avoir la réalité. Euh, Si je peux me permettre une anecdote, j'ai moi-même intervenu en orientation auprès de personnes immigrantes. J'ai rencontré quelqu'un qui, dans son pays d'origine, était ben, ce qu'on appelle ici un technicien de laboratoire là, à l'hôpital. Donc, tu sais, pour faire les prélèvements sanguins et différents. Résultat du test Ouais. d'urine ou des trucs comme ça. Exactement. Puis lui, ben, c'était dans un système de santé communautaire. Puis il se disait, ben là, j'arrive au Québec, il faut que je me réinscrive dans un programme de santé communautaire. Il a été chercher sur Google, santé communautaire, puis il a vu un programme de DESS en santé communautaire. Pour ceux qui ne savent pas, un DESS, c'est un diplôme d'études supérieures spécialisées. Ça se donne à l'université après qu'on ait fait un baccalauréat, même, tu sais, c'est ça, c'est très spécialisé, puis c'est pour être dans les têtes pensantes Oui, c'est le du dernier niveau système. limite d'examen Oui, en fait à passer dans un secteur. c'est ça. Fait que c'est très abstrait. Fait que la personne qui allait faire ce programme-là n'allait pas du tout faire de prélèvement sanguin sur le terrain. Fait qu'il a fallu que je lui explique un peu là, comment ça fonctionnait le système scolaire parce que aussi, ben là, l'université chez lui puis l'université chez nous, c'est pas la même chose non plus. Fait que c'est ça. C'est d'éducation puis de formation aussi sur le monde de la formation. Euh, Puis ce qui est bien, ben, justement, avec les guides choisir, c'est qu'on a vraiment un aperçu, un répertoire complet de comment ça fonctionne le système scolaire au Québec. Là, je parle au Québec parce que c'est là que je suis, mais tu sais, je pense qu'il y a l'équivalent aussi là, dans les autres provinces.
Puis si tu me permets aussi, on a un livre qui s'appelle Les 4 saisons de l'orientation. Puis l'auteure, elle est conseillère d'orientation, puis elle intervient beaucoup auprès de personnes immigrantes aussi. Fait que pour les parents d'ados qui ne savent pas comment ça fonctionne, justement, elle appelle ça les 4 saisons parce qu'il y a des actions à faire tout au long de Tout au long de l'année l'année. dans l'orientation de l'enfant. Fait que c'est vraiment un beau petit guide à garder en tête pour les parents d'ados. Euh, Mais est-ce que du coup, il y a souvent ce truc, alors je sais pas si ça se fait toujours et si ça se fait à un âge où on se pose ces questions, mais il y a ce truc de je vais rendre visite à telle personne au travail. Admettons, mon père travaille, je sais pas, il est conducteur de train. Mon père était ouais. conducteur de train quand il travaillait encore, donc c'est pour ça que c'est cet exemple. Mon père est conducteur de train. Je vais passer une journée dans la peau, entre guillemets, d'un conducteur de train, parce que c'est ce que je veux faire. Mais comme tu dis, peut-être que dans mon pays d'origine, conducteur de train, c'est aussi le mec qui va mettre du charbon si c'est une locomotive. Est-ce que c'est la personne qui fait aussi l'entretien, la mécanique sur le train? Ou est-ce que dans ce pays, bah, la personne, elle vient, elle fait juste sa conduite du train, puis après, bah, il y a une autre personne qui est engagée pour faire les réparations, pour réparer les chaises, enfin les fauteuils qui sont cassés. Bref, je me demandais si ça existait toujours, ce truc de journée dans la peau de, et on va sur, je sais pas, le lieu de travail d'une personne qu'on s'est dit, waouh, c'est peut-être ce métier-là que je voudrais faire, mais je voudrais en apprendre plus. Est-ce que ça, c'est toujours une genre de journée porte ouverte, entre guillemets? Est-ce que ça existe Oui, toujours? ça existe énormément. En fait, Ok. au Québec, on a l'organisme Jeunes explorateurs d'un jour qui existe, c'est leur créneau, c'est vraiment leur mission d'offrir des stages d'un jour dans différents secteurs. Euh, il y a aussi la possibilité là, directement avec l'établissement scolaire aussi, de faire des journées étudiants d'un jour aussi. Donc, des fois, quand on va dans les laboratoires ou dans les plateaux de travail qu'on appelle, là, tu sais, si on a, par exemple, une formation avec de l'équipement lourd, la machinerie lourde, puis on peut aller dans le carré de sable de l'établissement scolaire, aller voir comment ça fonctionne, les machines, tout ça, puis de l'essayer. Tu sais, ça existe dans plusieurs établissements scolaires. Mais oui, je serais portée à dire aussi aux gens là, de chercher juste stage d'un jour sur les moteurs de recherche. Puis c'est très, très en vogue. Puis je pense que aussi c'est bien vu chez plusieurs employeurs, en fait, là, qui sont Ça très. prouve qu'il y a une certaine curiosité aussi, que la personne, elle a envie de découvrir d'autres choses, parce que au final, c'est cool de penser à plein de choses, c'est cool, comme tu dis, de faire ces petites recherches, mais il n'y a rien de plus concret que approcher le terrain, se rendre compte de la réalité sur place aussi, de voir aussi en termes de ressources, à quel point on peut être aidé, est-ce qu'on travaille seul, est-ce qu'on aime travailler seul, est-ce qu'on aime travailler en équipe, Ouais, si oui, est-ce qu'on aime travailler en open space, ces fameux grands bureaux où on est trop timide, on préfère être dans des petites parcelles bicule. de bureaux. Donc il y a ce truc aussi, je pense, qui est important, parce que comme tu le disais en début de cette interview, ce qui est important, c'est la personne en tant que telle, qu'elle se sente épanouie. Parce qu'une Oui. personne hyper introvertie, une personne ultra extravertie, va pas réagir pareil sur le même lieu de travail, au même poste de travail en plus. Exactement. Ah oui, vraiment, puis il faut tenir compte de ça, ces préférences-là. Tu sais, il y a toujours moyen de développer, disons qu'on est introverti, il y a toujours moyen de développer son extraversion. D'ailleurs, en vieillissant, si on est extraverti, on va développer un peu l'introversion, tu sais, la réflexion avant l'action, tout ça. Euh, mais il va toujours rester cette préférence-là qu'il faut respecter, puis il faut se connaître, puis il faut se respecter aussi, là. Tu sais, je disais au début de l'émission que j'étais enseignante de français. Euh, Ce que je savais pas, c'est que j'étais introvertie. Ah, Donc, être devant un groupe toute la journée, c'est pour ça que je suis plus enseignante maintenant. Il a fallu que je fasse un autre choix, mais tu sais, sans savoir ça de moi-même, moi, je pensais que j'allais aimer ça, tu sais, mais
C'est en Ouais, faisant qu'on apprend, en fait. oui, oui, tu sais, puis comme tu disais, c'est en faisant l'expérience de quelque chose qu'on le sait. Tu pourrais lire un livre de recettes de gâteaux puis trouver qu'ils sont bien beaux, mais tant que tu n'y as pas goûté au gâteau, tu sais pas qu'est-ce que ça goûte. Tant que tu t'es pas mis au fourneau, tu sais pas si t'es bon, parce que sur la photo, il a l'air magnifique, mais souvent, le tien, il est pas aussi beau. Oui. Il y a une question aussi qui devient hyper, j'ai l'impression, tendance, mais je pense que c'est quelque chose qui est là depuis super longtemps. C'est aussi ces questions d'insécurité linguistique. Parce que nous, ici, en étant à Toronto, on est une minorité, les francophones, mais on se rend compte quand même qu'on est beaucoup. Mais tout le monde n'utilise pas le français de la même façon. Tout le monde ne l'utilise pas forcément à la maison. Tout le monde l'utilise, on va dire, dans le cursus scolaire, si j'en choisis un cursus scolaire francophone. Mais moi, je le vois en étant ici dans les locaux de chaque FM 105.1, on est au milieu de deux conseils scolaires et on le voit, les jeunes, ils font tous leurs cours en français. La seconde où ils ouvrent la porte, avec les copains, les copines, ça parle anglais parce que peut-être qu'en français, peut-être que je sens un peu funky ou que mon français n'est pas exactement pareil ou alors j'ai l'accent de mes parents du pays d'origine où je viens d'immigrer et du coup, c'est pas trop ça, je me sens pis. On va pas se mentir, quand on est un peu ado, tout est sujet à la critique, on se remet beaucoup en question. Bref, tant qu'on n'est pas parfait comme sur Instagram et les réseaux sociaux, il n'y a rien qui va. Mais du coup, je me demandais, est-ce que l'insécurité linguistique, c'est quelque chose, un phénomène, entre guillemets, un peu nouveau, ou alors c'est quelque chose qui est ancré depuis super longtemps, mais c'est juste maintenant qu'on a tendance à mettre la lumière là-dessus? Ça fait des siècles que c'est comme ça. Euh, Puis faut se mettre en contexte que la langue, c'est un organisme vivant qui évolue avec les locuteurs qui l'utilisent. Quand les gens arrêtent de parler une langue, ça devient une langue morte. Par exemple, tu sais, au Canada, on a beaucoup de langues, euh, voyons, beaucoup de langues autochtones qui sont comme considérées mortes parce Est-ce que que ben, peu ça n'a utilisé? pas évolué avec ça n'a Avec pas la vie de tous évolué les jours, avec ouais, personne ne l'utilise, donc personne approvisionne un peu cette langue, personne la nourrit, donc au fur et ça. à mesure, ça s'appauvrit jusqu'au moment où plus personne l'utilise. Comme Ouais. l'UET, le latin, le grec, des langues que, à la base, c'était des langues qui étaient parlées, et puis au final, c'est juste des langues limite un peu ressources pour comprendre les mots et comprendre un peu l'origine des mots, mais rares sont les personnes qui parlent couramment latin aujourd'hui ou grec ancien. Oui, exactement. Donc, c'est toujours un équilibre entre conserver le français puis se battre pour la qualité de la langue, d'avoir d'avoir des bons locuteurs, des bons utilisateurs de la langue, puis aussi ben, continuer de faire évoluer cette langue-là. Puis ça c'est comme un. Je pense que une bataille qui va se perpétuer pendant des siècles parce que c'est comme ça que c'est depuis des siècles, en fait. Là, quand est venu le temps de fonder l'Académie française, il y a plusieurs siècles, ben, ça a fait beaucoup de mécontents aussi dans le peuple, si je peux dire. Mhm. Parce que là, on allait écrire, ben, c'est comme ça qu'il faut que tu parles, mais dans la rue, c'est pas ça du tout qu'on faisait. Et Donc, encore maintenant, dans plein de choses, parce que le français littéraire, entre guillemets, qu'on va lire dans la plupart de grands livres, oui, il est très très loin de ressembler au français qu'on va parler entre amis. Et puis en fonction aussi de son milieu social, on va avoir un français qui va être différent. Et puis aussi en fonction de là où on vient, parce que si on vient d'un pays d'Afrique, peut-être qu'on a des mots en Wolof, on a des mots dans notre dialecte d'origine qui va s'incruster un peu dans notre français, ou comme au Québec, des expressions bien québécoises qui vont se mettre dans le français et qui au final a du sens et chacun a sa version un peu du français, mais du coup on a toujours l'impression de... Moi j'ai souvent parlé avec des gens qui me disent ouais, toi tu parles tellement mieux français que moi. Et moi je suis genre ben non, je parle pas mieux que toi, je parle peut-être un français un peu différent parce que je viens de région parisienne donc j'ai ma petite façon à moi, mais je suis tombée déjà sur des gens des fois qui me disent mais qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Parce qu'elle est propre à ma oui, culture, à moi aussi. Donc il y a aussi ce truc-là exactement. souvent dans les insécurités linguistiques, c'est de se dire je parle pas le bon français. Mais est-ce que ça existe le bon français? Ben, tu sais, il existe justement un français standard qu'on apprend à l'école, que moi, quand j'enseignais, c'est ce que j'enseignais aussi. Puis, je disais à mes élèves, ben,
pourquoi je vous l'enseigne, pourquoi c'est important? C'est parce que c'est le français qui est accepté partout. C'est le français où est-ce que, justement, si on est plein de locuteurs français de partout à travers le monde dans une pièce, puis qu'on utilise le français standard, tout le monde va se comprendre. Mais si tu prends un français créole avec un français québécois, puis un français belge, je dis ça comme ça, Ouais, qui vont parler comme ils parlent à la maison, oh là, il va y avoir des accrochages. Puis c'est pas mauvais non plus, parce que c'est beau, c'est de la belle couleur, c'est le beau dialecte, si on peut dire. C'est ce qui fait aussi notre identité, les variations du français. Mais le français standard est important pour qu'on se comprenne, puis d'autant plus en 2025, c'est plus comme dans les années 1700 où est-ce qu'on restait dans notre coin de pays puis on se parlait juste entre nous. Là, on peut parler avec n'importe qui à travers le monde. Fait que pourquoi pas en profiter puis utiliser une langue qui est très belle et que si on l'utilise de façon standard, ben tout le monde peut se comprendre puis c'est ça. c'est quoi justement la place de l'éducation justement pour accompagner ces enfants, ces jeunes qui ont des petites insécurités linguistiques qui osent pas en fait? Non, c'est ça. Puis c'est en même temps d'être fier de ses racines, puis aussi d'être curieux, puis d'être ouvert à comment je peux m'exprimer pour que la majorité des gens me comprennent. Tu sais, c'est ça aussi, là, en communication. Disons qu'on apprend une deuxième langue aussi, là, la majorité d'entre nous, ou vous, en tout cas, l'anglais est la deuxième langue pour moi. Puis, quand je l'ai appris, ben, je l'ai appris à l'école pour essayer ben, que des locuteurs anglophones me comprennent. Donc, c'est ça. Des fois, il y a des cours de français où je recommence. Il y a des cours de français langue première, je pense, parce que faut cultiver cette langue standard-là. Euh, Au même titre que, ben, c'est ça, il y a des langues qu'on utilise entre amis, entre collègues de travail. Il y a des langues qu'on utilise sur le chat. C'est Ouais. une langue, ça. Tu sais, on peut pas dire, ah, le français est tout croche parce que le chat est tout croche. Mais c'est parce que c'est une langue différente, c'est un code différent. C'est- Non mais c'est vrai, je rejoins ce que tu dis parce qu'en fait, apprendre une langue à l'école, bah limite, il faudrait un petit package de ça, c'est les cours à l'école, comme tu dis, un français standardisé qui va vous permettre de travailler et de vous faire comprendre si vous allez en voyage quelque part. Mais Ouais. après, si vous voulez être un peu plus dans la culture, bah peut-être donner aux élèves peut-être un petit package de aller regarder tel film, aller dans telle association, aller à tel événement, aller voir telle pièce de théâtre, parce que du coup, ça va te mettre dans une autre culture. Tu vas entendre le français ou n'importe quelle langue, en vrai, ça marche pour n'importe quelle langue, mais Oui. sous un son un peu nouveau, sous des expressions un peu nouvelles. Tout à l'heure, tu soulignais le français avec le créole, accent complètement différent, mais même accent différent au sein du Canada. Quelqu'un du Québec n'aura pas le même accent qu'un franco-ontarien ou qu'un manitobain ou qu'un saskatchois. Et forcément, c'est ce qui fait aussi la beauté de ce truc-là. Et peut-être aussi, moi j'avoue, mea culpa, et je le dis maintenant, au début en arrivant ici, j'étais très, pas prétentieuse sur mon français, mais étant journaliste, utilisant les mots du quotidien, j'avais tendance à être très, ça se dit pas comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Ça se dit pas comme ça. Et limite un petit peu mettre les gens, des fois je pense, hein, avec le recul, mal à l'aise sur leur français, alors qu'en fait c'était compréhensible. Mais comme j'étais pas habituée à l'oreille de ce genre de petites expressions, ces petites différences linguistiques, que au lieu de accepter, rigoler et dire ah cool, bah, j'ai appris un nouveau truc, ce que je fais maintenant parce que j'ai compris que en faisant des réflexions, la personne qui est peut-être s'est challengée pour me parler en français, mais en fait je l'ai peut-être complètement anéanti avec ma réflexion et en disant bah, t'essayes de faire semblant de parler français avec moi alors que ça marche pas. Et j'avais un peu ce truc et maintenant je me dis non, en fait, il faut être hyper cool. Surtout si la personne, c'est pas forcément sa première langue ou que c'est sa première langue mais qu'elle le travaille pas. Et comme on disait, une langue qu'on travaille pas, elle devient un peu morte. Ou en tout cas, dans notre cerveau, elle prend pas suffisamment de place pour être au taquet sur toutes les expressions, faire rire quand il le faut, avoir le mot qui fait rire. Forcément, on l'a pas forcément au début. Et donc, du coup, peut-être aussi être plus, surtout quand on est dans un pays bilingue comme le Canada, peut-être plus cool et plus attendre la main vers la personne qui s'exprime peut-être pas exactement comme nous,
au final, qui veut dire exactement la même chose. Donc peut-être, ouais, je parle surtout aux franco-français comme moi. Peut-être être un peu plus cool là-dessus parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, vas-y, bah moi ça se dit pas comme ça, donc c'est sûr c'est toi qui fais la faute. Alors que non. Hmm. C'est intéressant comme discussion, Ben, je m'en vraiment. suis rendu compte en venant ici parce que ça fait quand même maintenant 7 ans que je suis là et je trouve que ma réaction face à certaines insécurités linguistiques, maintenant j'arrive à le percevoir comme ça. Alors que pour moi au début c'était juste quelqu'un qui parlait français à l'arrache, entre guillemets, alors que pas du tout, c'est juste sa façon à elle de s'exprimer en fait. Mais du coup, en parlant bilinguisme et tout ça, je me demande, est-ce que les enfants qui sont bilingues, voire même plus, parce que des fois, papa va parler espagnol, maman parle français, dans la vie de tous les jours, on parle anglais, donc déjà, j'ai rien fait de ma vie, mais je suis déjà trilingue. Bref, il y a plein de trucs comme ça. Est-ce que quand on parle plusieurs langues, les questions d'orientation, elles sont un peu différentes? Parce que du coup, on peut s'ouvrir peut-être à plus une palette de métiers un peu plus large. Ben, j'aurais tendance à dire que ça fait partie d'une de tes caractéristiques personnelles. Tantôt, on parlait de l'individu, de son portrait, de qui il est. Ça fait partie d'une de tes caractéristiques. Est-ce que c'est une caractéristique dont tu es fier? Est-ce que ben, c'est comme ça, puis ça me dérange pas? Est-ce que justement, c'est quelque chose que tu dis, ben, j'ai une facilité là-dedans, puis en plus, j'aime ça, m'exprimer dans toutes ces langues-là. Je veux l'utiliser, je veux le rendre disponible au monde parce que en fin de compte, la question d'orientation aussi, c'est quoi l'impact que je veux avoir dans le monde, à quoi je veux mettre mes talents, ben, où est-ce que je veux mettre mes talents au service de. Ouais, c'est ça. Quelle sera ma place dans la société, en fait, au final? C'est ça. Euh, Puis peut-être que oui, le fait de travailler, de connaître plusieurs langues, ben, ça va participer à mon projet d'orientation parce que j'aime ça, être dans la communication. Ben, je veux peut-être même être traducteur parce que j'aime tellement ça que c'est ça qui m'allume. Ou travailler en administration avec différentes clientèles. Euh, mais peut-être aussi que oui, ça fait partie de moi, mais c'est pas quelque chose que je veux professionnaliser. Moi, ce que j'aime faire, c'est réparer des machines. Peu importe dans quelle langue, je vais les réparer. Donc, je pense que c'est une question qu'il faut prendre un peu comme, c'est une de tes caractéristiques personnelles. Quelle est cette place qu'elle prend dans ta vie, dans tes valeurs, dans tes besoins? Comme, en Oui, tout ne cas, pas se dire, bon, moi, bah, je c'est comme parle ça que trois je le vois. langues, donc forcément, je vais être traducteur, comme tu dis, ou bah, je vais être professeur d'une des langues que je parle parce que bah, j'ai, entre guillemets, cette facilité pour les langues, donc forcément, entre guillemets, c'est ma destinée. Pas forcément, comme tu dis, si on a envie de, je sais pas, créer des fauteuils, le fauteuil, il parlera aucune langue, donc on pourra lui Ça. parler, lui chanter dans n'importe quelle langue du monde. Exactement. Tu sais, c'est le concept aussi, on en parle souvent en orientation, est-ce qu'on veut professionnaliser cet intérêt? Il y a plein d'intérêts qu'on a en tant que personne, mais est-ce que je veux le mettre au profit de ma carrière ou de ma profession? Peut-être pas. Peut-être que dans tes passe-temps, tu adores faire des casse-têtes. Est-ce que tu veux que ça devienne ton métier de travailler dans une usine à casse-tête? Non. Donc, c'est une autre de tes caractéristiques personnelles. Puis, quelle importance elle prend dans ta vie? Ben, ça peut être juste, ça peut rester une caractéristique, ça peut devenir un atout, ça peut devenir ton talent, ça peut devenir ta signature, mais ça dépend vraiment de chaque personne. Puis ça dépend aussi de l'envie de la personne et de... Et puis aussi, il faut aussi penser au fait que rien n'est réellement gravé dans la roche. On peut aussi commencer un certain choix de carrière, prendre un certain choix de carrière, et puis au final se rendre compte que soit c'est plus exactement là où on se voit ou qu'on évolue parce que la société évolue. Je pense par exemple à quelqu'un qui travaillait sur un ordinateur, bah peut-être que sa façon de travailler ou son métier a évolué parce que les ordinateurs deviennent de plus en plus autonomes. Pour ne serait-ce que du traitement texte, maintenant on peut faire appel à tellement d'intelligence artificielle qu'il y a des métiers qui tendent à disparaître, d'autres qui tendent à arriver sur le marché et que du coup, bah, c'est pas parce qu'on fait un choix de carrière, admettons, vers 16, 18 ans, qu'on sera obligé et qu'on va être comme ça, pieds et poings liés jusqu'à la fin de sa carrière, jusqu'à la retraite, en fait. Il faut aussi Oui. penser à ça, que tout est évolutif dans la vie. Ben, tantôt, je parlais des employeurs qui cherchent la flexibilité, la polyvalence et tout ça. Ben, ben c'est ça, tu sais, cette flexibilité, cette polyvalence-là, elle est là aussi.
Puis il y a aussi le côté, on a tous fait face à une pandémie, un Covid qui nous est tombé dessus, et je trouve que ça a ouvert la porte de si j'aime pas ce que je fais, je suis pas restreint et contraint à faire ça toute ma vie. Il y a tellement de gens Absolument. qui ont changé qui ont pété un câble, qui en avaient marre de leur vie, de citadins qui sont partis vivre au fin fond de la campagne pour élever des chefs parce que c'était ça en fait qu'ils voulaient faire, se sentir utile et pas être là comme un petit pion devant un ordinateur comme 5000 autres personnes en fait. Il y a plein de gens aussi qui ont eu ce déclic à un moment donné de se dire là il y a un changement pour tout le monde, je vais profiter de ce tremplin pour réellement me réorienter vers quelque chose qui me plaît en fait. Oui, absolument. Puis on a la chance de vivre dans une société qui nous permet ça, qui nous permet de faire des changements, ben, s'il nous manque un cours, un préalable pour aller dans un autre programme, ben, ça se fait, on peut aller chercher ce cours-là. Tu sais, il n'y a pas un choix qui est définitif, là, puis une fois qu'on a la main dans l'engrenage, on est pris là-dedans, puis on ne pourra plus en sortir. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des choix qui sont plus difficiles à faire que d'autres. Si je suis rendue à 45 ans, puis que tout d'un coup, je veux aller faire ma médecine, ça va être un beau gros défi, mais tu sais, rien n'est impossible à qui a les compétences, puis La volonté aussi surtout. la volonté, mais c'est ça, tu sais. Donc, c'est ça. Avant qu'on se quitte, Caroline, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces guides justement Choisir 2025? Je sais qu'il y a trois différentes versions, la version secondaire, la version collégiale et la version universitaire. Nous d'ailleurs, on aura quelques exemplaires à offrir aux auditeurs de Choc FM 105.1, mais est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, ben c'est ça, nous, on fait ça annuellement chez Septembre Éditeur. C'est vraiment un répertoire. Quelqu'un m'a déjà comparé ça avec le guide de l'auto, mais c'est vraiment un répertoire des programmes d'études qui existent au Québec. Donc, tous les programmes d'études qualifiants sont là, donc qui mènent à un diplôme. Euh, Au Québec, on a les formations de niveau secondaire, donc les formations professionnelles, ce qu'on appelle les DEP, diplômes d'études professionnelles. Donc, ça, ils sont tous répertoriés dans celui-là. On a les cégeps, donc le collégial. Il y a les formations préuniversitaires au collégial, puis aussi les formations techniques. Donc, les préuniversitaires nous préparent à l'université. C'est aussi là, tout répertorié dans ce guide-là. Puis, le guide universitaire répertorie tous les programmes de baccalauréat dans toutes les universités au Québec. Euh, Puis, c'est vraiment une grosse partie du guide, là. Bon, toutes les pages en gris, c'est des programmes, mais au début, il y a quand même une belle section. Justement, tu sais, tantôt, on parlait de c'est quoi les façons de financer mon programme d'études. Il y a une section aussi pour les parents, comment je fais pour bien guider mon ado dans ce choix-là. Il y a une section sur c'est quoi les préalables, comment je fais pour préparer mon dossier d'études pour Quels soumettre ma documents j'ai besoin de candidature. fournir? Est-ce que j'ai besoin de me préparer pour récupérer certains documents? Des notes peut-être aussi, des fois on a besoin de prouver qu'on a eu telle bonne note dans tel truc pour rentrer. Des fois il y a une Oui, petite préparation administrative, ouais. c'est ça. Donc, ces guides-là sont vraiment faits pour faciliter le choix d'un programme d'études. Puis, ils existent là, depuis plus de 37 ans, en fait, cette année. Donc, c'est vraiment des classiques en orientation là, au Québec. Euh, voilà. Hop. On parle du Québec parce que forcément ces livres sont plutôt destinés au public québécois, mais Oui. forcément il doit en exister d'autres pour les autres provinces. Et je pense que au pire, si Absolument. on n'a pas forcément l'information, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre conseiller d'orientation de votre établissement parce que la personne, elle, aura sûrement les documents ressources pour l'endroit où vous voulez étudier. Puis si vous êtes en Ontario, rien ne vous empêche aussi de vouloir faire des études au Québec si les études proposées sont plus alléchantes, ou en tout cas plus à votre portée. Avant qu'on Oui. se quitte pour de vrai, Caroline, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux auditeurs de Choc FM 105.1 qui peut-être se posent encore quelques questions ou au contraire, qui t'aurait juste envie de passer un petit bonjour, je sais pas. Je te donne une petite carte blanche pour cette fin d'entrevue. Ben, j'aurais le goût de dire aux auditeurs de ne pas hésiter à aller voir des professionnels de l'orientation. Euh, c'est, c'est vraiment un secteur qui se veut bienveillant. Puis,
les conseillers d'orientation travaillent dans plusieurs organismes. Si c'est pas dans un établissement scolaire, ben, il y a des organismes d'aide à l'emploi aussi là, dans différentes municipalités qui sont là pour vous aider, là, qui ont différents programmes, des services gratuits aussi, là, que ça existe. Là, donc, n'hésitez pas à aller voir un conseiller d'orientation. On est formé pour aider de la façon La plus simple, la plus honnête et transparente en fait, parce qu'au final c'est ça, plus la personne en face va être transparente sur ses envies, sur comme tu disais, puisqu'au final ce qui est important, et moi c'est vraiment ce que je retiens, c'est que pour choisir son orientation, il faut déjà se connaître un peu soi, parce que si on fait quelque chose pour faire plaisir aux parents, ou si on fait quelque chose pour faire comme les copains, bah on risque un moment de... Je dis pas, hein, peut-être ça va plaire à un moment donné, mais je pense sincèrement au fond de moi que si on fait quelque chose pour les autres et pas pour soi, à un moment donné on risque d'être malheureux. Donc être très transparent avec ces personnes, quitte à aller à l'inverse de ce que c'est la mode. Moi je veux pas travailler sur les réseaux sociaux, je veux travailler dans les trains, je veux refaire les canapés, je veux être peintre. C'est pas forcément des métiers qui sont hype, qui sont à la mode, mais c'est des métiers où il y aura toujours du travail. C'est des métiers aussi qu'on met peut-être pas suffisamment en lumière parce que peut-être que c'est pas assez classe. Et voilà, donc vraiment ne pas avoir honte, je pense aussi quand on parle aux conseillers d'orientation et leur dire réellement ce qu'on aime sans avoir de gêne. C'est la meilleure façon, je pense, d'être aidé par ces personnes qui veulent que du bien en fait. c'est très bien résumé. C'est ça, bah super. Bah écoute, merci beaucoup Caroline Arsenault d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je pense que tu as éclairé la lumière de beaucoup d'auditeurs, donc merci beaucoup pour ce moment. Et puis bah à très bientôt. Ça a été un vrai plaisir, Nathalie. Merci. C'était Nathalie Salmeron dans Home Positive et je rappelle que ce projet il est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. À bientôt.